Bon, on commence? Ouais. En direct live. Bon, voilà, donc c'est la première rencontre à la librairie Les 400 coups de la saison. Donc à l'initiative d'Amina et de Myriam, qui sont membres d'une association qui s'appelle Thousand Madeleines France, une association qui organise notamment une flottille, il n'y a pas qu'une flottille, il y en a plusieurs en cette rentrée de septembre en solidarité avec Gaza et le peuple palestinien. Avec l'idée de bloquer, enfin de débloquer le blocus, de casser le blocus. Donc voilà, donc dans ce cadre-là, on fait des soirées de solidarité parce qu'il y a une collecte pour financer ces départs de bateaux. Donc ce qui va se passer, c'est que Amina et Myriam vont expliquer un peu, ce sont les militantes de cette organisation-là, et expliquer pourquoi c'est HK qui est là. Donc HK, il va faire ce qu'il sait faire, hein, il va lire des poèmes ou des textes qu'il a écrits lui-même. Et peut-être que derrière, à la fin, il va chanter s'il est encore en forme. Et puis l'idée, c'est qu'on discute ensemble de la situation. Voilà. Et donc, je rapproche le micro de la bouche. Et voilà. Et donc, ouais, bah, ok. Et je laisse la parole donc à Amina et Myriam. Bonjour, du coup moi c'est Amina et c'est Myriam et on est là pour vous parler un peu de dans quel cadre la soirée elle prend place aujourd'hui, cet événement. Alors nous du coup on est donc les coordinatrices Bordeaux de l'équipe de Thousand Madeleines to Gaza. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une initiative citoyenne non partisane qui vise du coup à amener une flottille jusqu'à Gaza pour débloquer en fait le blocus perpétré par Israël, le blocus illégal, bien sûr, perpétré par Israël. Et donc, nos gouvernements n'agissent pas. On s'est dit que nous, en tant que citoyens, en fait, il faut qu'on se dise qu'on reprenne le pouvoir et qu'on a ce pouvoir et même qu'on a le devoir de faire quelque chose. Et donc, en ce sens, c'est un mouvement international, mais là, nous, on est de la coordination bordelaise nationale France. On s'organise justement pour financer des bateaux pour aller jusqu'à Gaza. Et donc, du coup, on fait plusieurs événements sur Bordeaux. C'est notre premier. Donc, déjà, merci à HK d'avoir répondu à l'appel et merci beaucoup aussi à Philippe Poutou et de nous accueillir dans cette librairie des 400 coups. Et c'est notre premier événement ce soir. Et donc, du coup, en fait, le principe, c'est pour financer ces bateaux, les équipements, donc des bateaux qui partiront mi-septembre. Donc là, nous, on a mis une cagnotte si jamais vous voulez faire des dons en espèces. Voilà. Et avec donc des petits flyers aussi, avec le QR code parce qu'il y a la cagnotte directement si vous voulez faire des dons. Voilà. Que dire de plus? Oui, alors si je peux rajouter quelques mots, il faut savoir que c'est une initiative donc, citoyenne. On n'est affilié à aucune ONG, aucun gouvernement. Et donc, on n'a pas de fonds. On est aussi apartisan. Ça reste un mouvement politique, c'est important de le rappeler. Et effectivement, je trouve, Amina, que tu as bien résumé le mouvement. Une dernière chose peut-être, pour vous annoncer que le 18 septembre, on fait donc notre deuxième événement chez Alric, rive droite à Bastide, qui sera un concert. Et aussi des ateliers artistiques, tout ça, avec une entrée à prix libre, donc tout autour de la Palestine. On est en train de l'organiser. Ce sera donc le 17, j'ai dit le 18, non? Ce sera le mercredi 17 septembre. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Et donc à toi, HK. Oui. Moi, ce que je peux dire certaines choses. Je sais pas. Évidemment, je n'ai rien préparé, donc n'hésitez pas à soit m'interpeller ou qu'il y ait une discussion qui soit partagée. Je peux juste de façon très très simple, moi, parler de ce que je sais, de mon engagement pour la Palestine et de mon histoire avec la Palestine, avec le peuple palestinien. Et je prends ce fil-là et puis voilà, n'hésitez pas vraiment à rebondir et que l'échange puisse être intéressant et puis interactif surtout. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai rencontré la Palestine et j'y suis allé en 2007. À la base, c'était une tournée dans le cadre de la fête de la musique dans les instituts français. Donc on jouait à Ramallah, à Jérusalem, à Jéricho,
à Bethléem. On devait jouer aussi cette année-là à Naplouse et à Gaza. Et pour des raisons que vous pouvez deviner, déjà à l'époque, il n'était pas possible de jouer déjà à Naplouse. On y était allé à Naplouse pour des ateliers et des rencontres avec des gamins dans un camp de réfugiés. Je crois que c'était à Balata, si je ne dis pas de bêtises. Et le soir même, ça fait partie des choses marquantes. Hein. Le soir même, nous, on était à l'hôtel et face à nous, il y avait la colline où il y avait le camp de réfugiés et on voyait les bombardements, quoi. Alors que c'était là où on était l'après-midi. Et donc, suite à ça, la ville a été bouclée, donc le concert n'a pas pu se faire. Et le concert à Gaza, il y avait déjà les guerres à ce moment-là et les bombardements. On n'a pas pu y aller. Donc, on a pris on s'est dit qu'on retournerait l'année d'après pour honorer ces deux concerts qu'on n'a pas pu faire en 2007. Donc, on y est retourné en 2008. On a fait un concert à Naplouse et on est allé faire un concert à Gaza. Donc, c'était à l'Institut français. Et déjà à l'époque, on voyait les stigmates des bombardements, les immeubles effondrés, les coupures d'électricité, les gens qui se promenaient comme il n'y avait plus d'approvisionnement parce qu'il y avait les bombardements et il y avait déjà le blocus sur les matières premières, et notamment aussi sur l'approvisionnement en fuel et en électricité. Donc voilà, c'était en 2008. J'y suis retourné en 2009. J'y suis retourné en 2013, en 2014, en 2016, en 2017. Si bien que je dis souvent que la Palestine, c'est l'endroit où j'ai fait le plus de concerts après la France. Peut-être presque à égalité avec la Belgique, mais voilà, j'y suis retourné. Et là-bas, on a joué dans des salles de spectacle, mais aussi sur la place publique. Un des concerts, le plus mémorable pour ce qui nous concerne en termes d'aventure humaine, c'était celui dans le camp de réfugiés d'Aïda, à Bethléem, au pied du mur. Donc, c'est vraiment l'esplanade qui est collée au mur. Et avec toute cette journée extraordinaire passée avec les gamins, à jouer au ballon et puis à faire le concert. Et ce soir-là est le moment où on repart, où nous, on repart pour le dehors et on laisse tous ces gens dans le dedans et ces gamins qui nous courent après quand le camion part. Donc voilà, c'est sûr que pour qui est allé en Palestine, je pense beaucoup vous diront la même chose. On tombe amoureux de ce pays, de ces gens qui sont extraordinaires, qui sont évidemment à l'opposé de l'image qui peut être véhiculée, pas qu'en Israël, mais aussi en France, en Europe, de façon générale. Et moi, je dirais presque... de façon cynique, je comprends pourquoi l'occupant israélien veut empêcher les gens d'aller en Palestine, parce que déjà on voit la réalité, on voit ce qu'est simplement l'occupation. Voilà, quand on passe le premier checkpoint, quand on passe les checkpoints, si on les passe déjà en voiture déjà la première fois et qu'on voit ces files d'êtres humains qui sont considérés comme des moins que rien par l'occupant et avec ces soldats, voilà, qui sont fiers déjà comme ça, c'est quelque chose qui est impressionnant à voir. Mais quand on passe le checkpoint à pied et qu'on est dans cette file, c'est encore une autre histoire. Quand on voit ce mur, c'est quelque chose... et voilà, l'expérience humaine, c'est ça qui est à la fois atroce et extraordinaire quand on rencontre les gens qui sont... Nous, les gens qu'on a rencontrés, c'était des étudiantes, des étudiants, c'était des journalistes, c'était des marchands, c'était voilà, des acteurs associatifs. C'était une société qui était, la première fois particulièrement quand on est allé en 2007, qui était encore pleine d'espoir et d'une résilience extraordinaire. Parce que nous, on passe une semaine là-bas et c'est vrai que les membres du groupe, on a tous ressenti quelque chose qui est de l'ordre d'une révolte très très forte au bout du premier jour, parce qu'on voit c'est l'injustice, la déshumanisation, et donc il y a des choses voilà qui nous révoltent très fort, qui nous révulsent, et on se dit on a de la rage en nous au bout d'une semaine, alors que on a le passeport français, alors que nous je veux dire, rien ne peut nous arriver, et là donc t'es face à des gens qui vivent là depuis 20, 30, 40, 50 ans et qui arrivent encore à être heureux, à sourire et qui sont pleins de vie et d'envie. Moi,
la plus grande leçon humaine que je me suis prise dans ma vie, vraiment, c'est un de ces gamins du camp de réfugiés d'Aïda à Bethléem. Et vraiment, ce sourire qu'il avait, cet éclat et cette force de vie. Donc c'est quelque chose qui est assez... quand on va là-bas, nous, en tant qu'Européens, Français, vraiment, on se sent tout petit à un moment donné. Et on regarde beaucoup des gens qu'on rencontre, on les regarde avec une admiration et on les voit comme ils sont. Ils sont vraiment grands dans leur résistance et dans leur résilience. Et donc voilà, mon histoire, elle a commencé comme ça avec la Palestine. Enfin, c'est comme ça qu'elle s'est déroulée par le biais de la musique, de la poésie. Je parlais d'espoir. Moi, la rencontre avec le poète, il était déjà décédé, le poète Mahmoud Darwish, mais la rencontre poétique, quand il dit sur ce poème, justement, l'espoir du temps où il pouvait encore inviter des internationaux en Palestine à Ramallah. Il y avait eu le Parlement des écrivains, je crois que c'était au début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises, et donc avec des écrivains du monde entier, et donc qui sont accueillis par le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, qui leur dit ces mots-là, il leur dit nous souffrons d'un mal, en parlant du peuple palestinien, il dit nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et non pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. Espoir que cette terre, ce pays, retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Et ce poème-là, mais plein d'autres poèmes de Mahmoud Darwish, je ne sais pas si on peut en retrouver ici dans cette librairie, quand il dit « Nous aussi, nous aimons la vie quand on le peut, quand cela nous est possible ». Et chacun de ces poèmes, c'est vraiment une définition de ce que moi j'ai vu et ressenti au contact des Palestiniens et des Palestiniennes et des Palestiniens à chaque fois que je suis allé. C'était cette envie de vivre comme tout le monde, comme tout à chacun. Voilà, cette envie de libération, d'indépendance, de justice et de vivre en paix, mais de vivre tout simplement. Et alors, il y a ce qu'on voit quand on va en Palestine et quand on revient en France. Beaucoup des gens là-bas, d'ailleurs, nous disaient, quand vous repartez, s'il vous plaît, c'est la seule chose qu'ils nous demandaient. Voilà, parlez de nous, parlez de ce que vous avez vu, vécu, ressenti, et de façon, voilà, vraiment de la façon dont vous avez ressenti les choses. Et on arrive en France, et moi à l'époque, donc 2008, 2009, 2010, 2014, c'était comme vous le savez, un peu comme aujourd'hui. Il y a eu des périodes où c'était peut-être même encore pire, et où on arrive avec cette volonté presque naïve de parler de ce qu'on a vu. On se dit, voilà, on ne va parler que de liberté, on ne va parler que de droits humains, on ne va parler que de droit international, que de dignité des peuples, on va parler de choses qu'on a vues, je disais tout à l'heure, de l'occupation, on va parler de colonisation. Donc ce sont des choses dont on devrait pouvoir parler de façon universelle. Sauf que dès qu'on associe ces mots-là à Israël et Palestine, alors là, il se passe quelque chose qui est assez fou dans un pays comme le nôtre. C'est qu'il y a des obstructions à pouvoir en parler, j'allais dire librement, même tranquillement, j'allais dire presque. Il y a des tabous, il y a des formes de j'allais dire censure, mais c'est d'invisibilisation. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai ressenti à partir du moment où nous, groupe de musique, on a commencé à parler de la Palestine. Il y a eu une forme d'invisibilisation, un processus qui très clairement a commencé à se mettre en place, si bien que moi qui ai commencé, et je le dis vraiment très tranquillement, moi qui ai commencé ma carrière musicale à l'époque, il y avait encore des émissions, on pouvait être invité sur France Inter, sur France Culture. Là, je parle d'un temps que presque les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, même sur Europe 1. Donc, en 2008, 2009, voilà, on avait des portes ouvertes. Et de ce que je crois me souvenir honnêtement, voilà, moi, j'ai le sentiment d'avoir toujours dit des choses qui étaient des choses simples. Et j'allais dire qui allaient simples et positives et compréhensibles et avec lesquelles on pouvait tous et toutes être d'accord.
Mais le fait est que voilà, qu'un artiste comme moi aujourd'hui, et pour moi c'est en grande partie lié à cet engagement pour la Palestine, je le dis très tranquillement, mais aujourd'hui quand j'ai une actualité, on va dire un album, une nouvelle chanson, un nouveau clip, bon voilà, je remercie les amis qui m'invitent encore dans leur émission de radio, mais je passe sur Beurre FM, voilà. Donc moi l'arabe, je passe sur Beurre FM, c'est logique. Donc aujourd'hui, tous les médias auxquels que j'ai pu connaître dans les années 2010, 2009, 2011, 2012, voilà, je n'existe même plus. C'est comme si on existait. On vit dans un monde parallèle. Alors moi, je peux le dire très tranquillement parce que on a la chance d'avoir un public qui nous suit, nombreux, d'avoir eu deux histoires extraordinaires avec 2 chansons à 10 ans d'intervalle, avec On lâche rien et Danser encore, qui ont fait que c'était des chansons virales et quelques autres, mais en tout cas ces 2 chansons particulièrement, le fait d'être des chansons virales ont fait que les gens ont pu nous connaître ou savoir qu'on existait ou savoir qu'on existait encore et pouvoir se raccorder, si bien qu'aujourd'hui on arrive à vivre notre musique, notre passion sans avoir besoin des grands médias. Mais le fait est que pendant cette période où nous qui pensions parler de paix, de justice et d'amour, parce que pour moi c'est aussi ça, où nous les portes se fermaient les unes après les autres devant nous, pendant ce temps-là, la parole raciste et xénophobe s'est libérée dans nos médias, mais de façon exponentielle. Ils ont même créé, j'allais dire d'une certaine manière, le grand phénomène Éric Zemmour qui s'est même vu à un moment donné tellement populaire qu'il pensait pouvoir être notre grand guide national. Voilà. Donc, et c'est que cette parole-là s'est libérée. Et donc, évidemment, qu'il y a une dérive, je pense, de notre société. Je parle, hein, je sais pas que c'est pas très construit ce que je dis, mais y a pas. Quand je suis allé en 2007, on était invité par les instituts français. Pour qui il était important d'offrir des concerts pour la fête de la musique, de partager des moments des concerts et sur les places publiques dans les villes en Palestine, donc, et notamment à Gaza. Donc à l'époque, c'était des gens qui dépendaient du ministère de la Culture, enfin de la diplomatie française en 2007. Voilà. Et je pense que ça il y a eu un basculement voilà, dans les années qui ont suivi. On est à peu près au moment où ça a basculé. Voilà. Et du coup, peut-être que je peux parler de ce livre parce que quand j'avais cette frustration de ne pas pouvoir parler de ces gens que j'ai rencontrés, de ces gens extraordinaires, de ces moments de vie, de choses même peut-être très simples qu'on avait vécues de l'autre côté du mur, juste pour dire, ce n'est pas la Palestine et les Palestiniens, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas ce qu'on vous en dit. Et quand je voulais en parler, donc de ne pas pouvoir en parler tranquillement, à un moment donné, j'ai imaginé, bien sûr, j'ai fait des chansons, et tout à l'heure, on en chantera quelques-unes, mais à un moment donné, j'ai imaginé passer par le roman. Et donc, c'est un roman, on n'est pas du tout là dans quelque chose... c'est pas du tout... j'allais dire, il n'y a pas le côté brut rentre dedans que je peux avoir dans certaines chansons, mais c'est vraiment un roman qui est très poétique où je voulais juste montrer ces visages, les dessiner en mots, avec des mots et parler de ces scènes de vie, tout simplement. Et donc j'ai choisi un personnage qui est amnésique, donc voilà, qui partait de zéro, donc qui n'avait pas tous les préjugés qu'on peut avoir en France et notamment en Europe sur la Palestine, sur les Palestiniens, les Palestiniennes. Et donc sur ce livre, on voit là un mur, une maison un peu délabrée. C'est vraiment une maison que j'ai vue lors d'un de mes voyages en Palestine. Et c'est un des moments que je raconte par le biais du narrateur là, dans le livre. C'était le point de départ de ce livre-là. Et pour moi, c'était une métaphore de la Palestine, parce que c'était cette maison qui a sans doute été bombardée, qui a sans doute... et c'est un mur qui a l'air comme ça insignifiant et qui est quand même là, debout, et encore et toujours debout. Et donc il y a ce côté un peu...
obstiné, j'allais dire. Donc je peux peut-être lire juste un ou deux petits extraits. Je propose, hein, et vous me dites après. Après, s'il y a un petit échange, on peut avoir un petit échange ping-pong, et après, peut-être un peu de musique. Voilà, c'est bien. On vote pas. De toute façon, ça sert à rien de voter aujourd'hui. Bravo. Mais tout le monde est d'accord. Allez, c'est parti. Après, on discute un peu avec vous. Alors, bon, et pareil, désolé, vous me dites si je parle trop. Donc, on n'avait pas pu. Donc, on est en 2007. On n'a pas pu faire ce concert à Naplouse parce qu'il y avait une incursion de l'armée israélienne. La ville était bouclée, occupée. Et donc, on avait rencontré des gens, des amis qui avaient une école plusieurs écoles de musique là-bas en Palestine. C'est l'association Al-Kamanjati. Et ils avaient un camp d'été qui était sur les hauteurs de Naplouse, où il y avait 150 gamins qui faisaient de la musique. Et donc, nous, on leur avait promis qu'on irait voir les gamins. Sauf que, bon, effectivement, donc, il y a les événements qui se passent à Naplouse. Nous, on était avec les instituts français, donc on était un peu sous leur responsabilité. Et donc, on a le responsable de l'institut français, franco-allemand même, de Ramallah de l'époque, qui nous dit « Je vous interdis d'aller là-bas, donc d'aller dans ce camp d'été, parce que vous devrez passer par Naplouse, parce que la ville est occupée, parce que c'est dangereux, parce que vous êtes sous notre responsabilité. Je vous interdis », de façon très autoritaire. Et donc, moi, j'y suis allé le lendemain. Voilà. Et j'y suis allé pas parce que je suis fou, mais parce qu'on le raconte aussi un peu là-dedans, parce que mes amis m'ont dit mais t'en fais pas, nous on tient notre vie, donc on va pas t'emmener dans... Je veux dire, si jamais tu avais peur, non, t'inquiète pas, on peut y aller. Et donc on traverse Naplouse occupée, donc vidée, avec les rideaux baissés, un pneu en feu qui faisait guide de je sais pas quoi, et évidemment les soldats israéliens qui étaient les seules personnes présentes sur des camions dans la ville. Tout le monde était rentré. Et donc, nous, on passe avec le petit camion rempli d'instruments de musique, comme ça. Mes amis, eux, c'est leur quotidien, quoi. Enfin, c'était leur quotidien. Donc, pour eux, ouais, enfin, rien de... Moi, j'étais un peu là, je leur dis, mais vous êtes sûr que ça va? Mais bon, je me disais, merde, qu'est-ce que je fous là? Et donc, on traverse la ville. Et là, on passe sur les hauteurs. Et sur les hauteurs, donc, il y a une sorte de vieux châteaux réhabilités. Enfin, et il y a un portail qui s'ouvre. Et donc là, c'est la petite scène que je raconte là et qui est la scène voilà, qui a donné naissance à ce livre. Nous nous arrêtons devant un grand portail ouvert de ce qui semble être une sorte de château médiéval réhabilité. Avec Redouane et Yacoub, nous sortons de la camionnette, nous la déchargeons de la dizaine d'instruments de musique que nous nous répartissons. Ainsi chargés, nous passons le portail. Et là, dans la cour, devant nous, des enfants par dizaines. Des enfants musiciens, des enfants acrobates, des peintres, des artistes, comme un tableau en mouvement. Contraste saisissant avec l'atmosphère qui règne en bas aujourd'hui. Loin du vert kaki, des uniformes et des rideaux de fer baissés, au-dessus du silence d'un couvre-feu fragile, ces notes de musique, parfois dissonantes, n'en sont que plus belles, parce qu'elles échappent au temps, elles échappent à la guerre. Elles sont bien au-dessus de tout ça, sur les hauteurs, libres de s'envoler, de s'échapper, personne pour les étouffer. Me voilà comme le serpent charmé par le flûtiste, comme le marin enivré par le chant des sirènes, hypnotisé. Redouane me réveille en m'interpellant. « Bob, tu peux poser les instruments ici. » Puis il m'invite à faire le tour, à en profiter avec les enfants et les professeurs. Écoutant ces bons conseils,
Je visite un peu les différents ateliers, jonglage, peinture, sculpture, danse acrobatique, guitare. Je reste de longues minutes à écouter des chants dans une langue qui m'est étrangère, interprétés magnifiquement par des élèves si jeunes, mais avec déjà tellement d'émotion dans la voix. Derrière leur sourire et leur joie de vivre, chaque note, chaque son qui sort de leur bouche semble raconter une histoire douloureuse. Je continue. Au fond de la cour, un escalier de pierre. En haut de l'escalier, une terrasse. Au bout de la terrasse, une petite rambarde métallique contre laquelle je viens m'asseoir. Devant moi, des montagnes à perte de vue, des vallées à n'en plus finir. Une partie de l'horizon se cache encore à l'ombre des sommets, tapis dans le noir, profitant des derniers instants de fraîcheur. Partout ailleurs, le soleil matinal, derrière un léger voile blanc, nuageux, met en lumière cette terre rouge, insolente, d'où s'élèvent des oliviers par milliers. Ce paysage, je le connais. Ces couleurs mélangées, je les ai déjà vues. Mais ici, pour la première fois, je n'aperçois ni murs, ni grillage, ni soldats tout autour. Je n'entends ni coup de feu, ni sirène, ni même un quelconque claquement de bottes sur le bitume. Il est là, devant moi, à l'état naturel. Et je comprends alors pourquoi certains le considèrent encore comme le plus beau pays du monde. Je dis juste un petit mot. Néapolis, c'est le nom. Alors, c'est un terme grec, mais c'est le nom romain de Naplouse, en Palestine. Et c'est l'histoire que m'a raconté un des amis palestiniens. Il m'a raconté l'histoire de Néapolis en me disant, tu sais, quand les Romains découvraient des villes et quand ils partaient à la conquête d'une ville, voilà, ils voulaient même la raser pour la reconstruire à leur image, et l'empereur lui donnait son nom. Et donc Naplouse, c'est Flavia Néapolis, c'est la nouvelle ville de l'empereur Flavius. Et il y a plein de villes qui, tout autour du bassin méditerranéen, portent le nom ou le suffixe Néapolis. Bon, ça a commencé par Naples en Italie, mais il y a Nabeul en Tunisie, il y a plein de villes en Grèce, en Ukraine, en Turquie, enfin voilà, tout autour du bassin méditerranéen. Le personnage, on va venir à ça. Le personnage s'appelle Bob parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis allé en Palestine. Il y avait, moi à l'époque, bon, toujours un peu aujourd'hui, mais j'écoutais beaucoup dans mon Walkman. Ça se dit encore Walkman? Non, ça se dit plus. J'écoutais beaucoup des chansons de Bob Marley et elles avaient une résonance qui était assez folle, je trouvais, et j'en parlais souvent avec mes amis là-bas. Et vraiment, que ce soit quand on parle de War, Bob Marley chantait War face aux injustices que pouvaient rencontrer certains êtres humains sur la planète, et chantait aussi One Love parce qu'il était aspiré par ça, et ce qu'il voulait, c'était justement rassembler les gens et être dans cet élan. Et donc du coup, quand j'ai écrit ce livre, j'ai fait appeler ce personnage Bob. Et donc la transition est toute trouvée sur une chanson. Ah oui, sur une chanson. Oui, la fameuse. Eh oui, voilà. Parce que c'est quand même. Il y a des préparations, des répétitions. Il y a quand même. Ah ouais, nous. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. C'est la guitare de Philippe qui après va nous faire un morceau, va nous jouer un morceau. Parce que j'ai le droit de le dire, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire quand même.
quand j'ai eu Philippe au téléphone, et je lui ai dit, mais voilà, on va venir, et puis on va jouer quelques morceaux avec le copain Pachi à l'accordéon. Il me dit, ah bon, il n'y a pas de guitare? Alors, bon, donc du coup, je me suis dit qu'il devait jouer à la guitare, et peut-être qu'il pourrait nous jouer un morceau après. Oui, c'est pour des raisons de coupe budgétaire ou, enfin voilà. Et donc du coup, il y a la chanson qui suit, c'est un texte d'une chanson qu'on a écrite donc suite à notre premier voyage avec le groupe MAP, parce que c'était avec le groupe MAP qu'on était venu en 2007, donc je l'avais pas précisé tout à l'heure, ministère des Affaires populaires. Et donc, quand on revient en 2008, on écrit cette chanson qui est sur le deuxième album du groupe, qui s'appelle, en Palestine, mais Nahar Jdid en arabe, qui veut dire le jour nouveau. Et déjà, quand j'avais écrit cette chanson, je m'étais inspiré d'un texte de Bob Marley. Pour les puristes, c'était le texte Zimbabwe, je crois. Et donc, là, je vous donne la traduction parce qu'après, ce sera en arabe, mais je vous parle d'un jour qui bientôt va se lever. Je vous parle d'un jour qu'on a attendu toute notre vie, un jour qui bientôt va se lever, ce jour pour lequel nous nous battons encore. Et bon, j'ai pas la traduction exacte, mais il y a ce moment où on dit, voilà, combien de fois ont-ils pensé que leur bombe nous arrêterait, que leur bombe nous mettrait à terre. Ils n'ont pas compris que nous n'abandonnerons jamais, jamais, jamais. Et donc ce texte-là, bon, c'est un petit peu plus poétique, mais là je fais de mémoire. Voilà, on l'a mis sur un air d'une chanson de Bob Marley. أحكي لك عن ذاك اليوم اللي دايما نستناو فيه. نحكي لك عن ذاك اليوم اللي دايما نحلمو به. هذا اليوم مالي من شانو كفحنا طول العمر. هذا اليوم جديد راح يجي عن قريب. ما راح نستسلم. هذا مكتوب. نهار جديد راح يجي. سوف نعود. سوف نعود. هداش سقطت القنبات فوقنا كل مطر. هداش فكروا قوتهم أسقطتنا. ما يفهموش ما راح نستسلم أبدا أبدا. ما في جدار ما في جيش ما في حجيز يوقفنا. ما راح نستسلم. هذا مكتوب. نهار جديد راح يجي. سوف نعود. سوف نعود. تحيا فلسطين. تحيا فلسطين. تحيا فلسطين. Du coup, si vous vouliez qu'il y ait un petit ping-pong, un petit échange, avant qu'on peut-être on enchaîne sur d'autres musiques. Il y a un micro pour la salle, ouais. Tu veux que je fais ? Ouais, je fais. S'il y a des interventions, des questions. Est-ce que quelqu'un veut faire une intervention ? Alors peut-être.
Bonjour. Bonjour. On est le collectif Hungry for Justice in Palestine. Et ça fait 24 jours que... Demain, ça fera 24 jours qu'on a des membres en grève de la faim contre le jumelage entre Bordeaux et la ville coloniale de Ashdod en Israël. Donc bravo à eux. Et du coup, on a un compte Instagram avec une pétition. Donc si vous voulez signer la pétition, on va vous faire passer des. Il y a des. Voilà, si vous scannez le QR code, ça vous remettra. Ça vous redirigera vers le lien vers la pétition que vous pourrez signer gratuitement. Et sur le compte Instagram, voilà, vous avez une cagnotte. Et c'était important d'être là ce soir pour nous, déjà pour rencontrer d'autres personnes qui s'engagent de différentes façons. Donc merci HK notamment pouvoir te rencontrer. Parce qu'en fait, tous à nos façons, avec nos moyens, que ce soit la musique, le témoignage, nos corps, nos espaces, nos liens, on peut faire quelque chose. Agir est toujours possible et je pense que je trouve que c'est aussi ce que tu transmets dans tes musiques et c'est aussi ce qu'on montre par cette action, que agir est toujours possible et qu'on peut se mettre en lien sur ça. J'aimerais aussi prendre la parole. Pour vous parler plutôt, vous, public, pour vous dire que demain, on va se poser devant la mairie à 18h pour faire un sitting parce qu'on est en train d'augmenter la pression jour après jour sur Pierre Urmic qui n'a toujours pas répondu à notre demande de cesser le jumelage entre Bordeaux et Ashdod. Donc on aimerait beaucoup que vous soyez parmi nous. Et le flyer, en particulier, vous rappelle que demain, il y a un sitting. En ce qui concerne la pétition, vous n'êtes pas obligé de la signer. Mais le plus important, c'est vraiment qu'on fasse front, qu'il y ait beaucoup de personnes en fait, qui soient parmi nous. Et pour vous dire, en fait, que si vous ne faites pas de grève de la faim, en fait, il y a 150 milliards de façons de lutter. On n'est pas forcément obligé de se penser défaitiste parce que c'est trop loin, la Palestine, en fait. Parce qu'en fait, notre pays est complice de génocide parce qu'il vend des armes et parce qu'il prône des politiques sionistes. Et donc, si on veut faire partie de la résistance, parce qu'il est grand temps de rentrer en résistance, on peut aussi le faire localement. Et en fait, on a besoin d'une internationalisation des luttes. Et ça passe par lutter dans nos localités. Donc, si vous voulez nous rejoindre, on est très disponible, on a besoin de vous et on pourra vous expliquer comment ça se passe en interne et les événements. Et ça y est, j'ai terminé notre intervention commune. Et encore merci pour être tous ensemble et pour lutter avec nos moyens. Tu as parlé de Mahmoud Darwish. C'est juste une info au Rocher de Palmer le 21 septembre. Pour ceux qui connaissent, au Rocher de Palmer a ce nom. Il y a une journée hommage à Mahmoud Darwish avec Alias Sambar. C'est le 21 à 17h. C'est juste pour une info pour ceux qui ne la connaissaient pas. Moi, personnellement, j'y vais. Donc, bon. C'est aussi un hommage à la Palestine. Quoi. Comme tu en as parlé, c'est juste pour donner l'information, c'est tout. Mais bravo pour les filles là, qui sont en grève de la faim. Je rebondis juste pour une chose, parce que c'est vrai que on est ici à l'initiative aussi, avec l'initiative Thousand Madeleines. Quand je parlais, moi, c'est juste un témoignage. Hein, en 2009, il y avait eu une première marche, c'était la Marche for Freedom, c'était une marche internationale avec des gens qui venaient un peu du monde entier, au Caire, en Égypte, et on avait cette
cette utopie, peut-être cette folie, certains diront, de penser qu'on allait pouvoir briser, j'allais dire, le blocus à Gaza. Et donc là, c'était par la voie terrestre. On s'était retrouvés au Caire, des internationaux, on était plus d'un millier, je crois. Il y avait donc pas que des Français, des Italiens, des Américains, enfin voilà, des gens d'un peu partout. Et bon, effectivement, c'était Moubarak à l'époque en Égypte. Bon, effectivement, il a envoyé la police et donc on s'est fait, nous, on était assignés à résidence pendant une semaine devant l'ambassade de France au Caire. Et donc, tout ça pour dire que je pense que dans la continuité, ce projet-là, pour moi, j'avais envie vraiment de dire un mot quand même, pourquoi on tenait à le soutenir. Parce que c'est quelque chose qui est assez inédit. Alors bien sûr, tout peut nous paraître dérisoire, on peut se dire mais qu'est-ce qui va servir, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Mais quand même, de se dire qu'il peut y avoir... Alors, vous nous direz hein, le nombre de bateaux au total, mais des dizaines et des dizaines de bateaux qui vont affluer. Alors déjà, c'est une initiative, moi, je trouve quand même extraordinaire parce qu'elle a cette dimension collective, elle a cette dimension impressionnante aussi. C'est des gens qui risquent des choses parce que je crois qu'en face, ils vont vraiment pas être contents de les voir arriver. Donc, moi, je pense vraiment que ça fait partie. Évidemment, il y a plein d'autres choses, hein, plein de gens qui font plein de choses ici, partout, et on essaie de tous se soutenir les uns les autres, les unes les autres. Mais je pense que ça fait partie des actions voilà, qu'on peut soutenir et qu'on peut mettre en avant. C'est pas la seule, bien sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer de ce côté-là si on arrive, nous, à le rendre visible. Je pense que l'enjeu de rendre visible le soutien au peuple palestinien, aux droits du peuple palestinien, c'est vraiment un point central voilà, de l'engagement. Alors ouais, peut-être juste pour rebondir sur le fait que les initiatives, ouais, on n'a pas tous la capacité de partir en bateau et de rejoindre cette flottille. Mais je voulais juste donner et rappeler cet engagement alors des dockers en Europe, mais particulièrement des dockers de Gênes qui se sont engagés. Et moi, à mon tout petit niveau ici, je tiens à les saluer, s'engager à, voilà, si jamais plus de 20 minutes sans contact avec les camarades, on bloque l'Europe. Voilà, les dockers, ils sont pas partis. Ils sont pas partis avec la flottille, ils sont pas partis avec les copains, mais voilà, à leur niveau, ils mettent une pression. Et je crois qu'on a tous, à notre petit niveau, à notre petit, dans un niveau très local, on a des moyens de mettre pression, de faire la pression, de mettre la pression. Et je crois que il faut pas, voilà, faut pas hésiter à aller vers ça. En fait, il y a pas de petite action. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Et HK parlait de combien est-ce qu'il y a de bateaux. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près 10 bateaux en France, mais le mouvement est international, donc il y a beaucoup de pays qui ont rejoint le mouvement. L'Espagne, l'Italie, la Grèce, même la Tunisie récemment. Donc le mouvement s'internationalise. Il faut savoir qu'il y aura plusieurs vagues également. C'est-à-dire qu'une première vague, on l'a dit au début, partira mi-septembre. Cependant, si le blocus n'est pas brisé, ça ne s'arrêtera pas là. Et il y avait une autre question, il me semble. Non. Ah, allez. Il y a la grève. Ça marche comme ça? Oui, ça marche. Je fais partie du conseil municipal de Bordeaux, donc c'est des sujets qui ont été traités d'une certaine manière donc depuis le début du mandat. Donc on est 3 élus en fait à demander depuis juillet 2020 l'arrêt du jumelage entre la municipalité de Bordeaux et la ville de Ashdod. Évidemment, pendant ces 5 années, la mairie n'a pas répondu, ou quand elle répondait, c'était pour dire écoutez, ce qui est important, c'est les liens culturels, machin, et tout ça. Bon. Et là, le maire a annoncé, donc je ne sais pas si c'était en juin ou en juillet, que ce jumelage était suspendu.
Alors suspendu, bon après on voit pas trop la réalité, et en disant même que ça fait des années qu'en fait il n'y a pas de jumelage, enfin il se passe rien, ce qui est possible, mais c'est pas, nous on n'a pas les moyens de savoir en quelle mesure tout ça correspond à du vrai. Et donc du coup nous on a discuté qu'en fait il y a l'aspect évidemment hautement symbolique de la rupture du jumelage avec Ashdod, mais qu'en fait comme c'est pas visible, on cherche des façons plus visibles en fait de l'expression d'une solidarité avec la résistance du peuple palestinien, et c'est pour ça qu'il y avait la question du drapeau sur la mairie. Alors évidemment, il y a un refus catégorique. Mais vous avez vu que ça a été tenté à Besançon notamment, et pas seulement Besançon, je ne me rappelle plus, il y a 2 autres... Gennevilliers, bon, alors les préfectures sont intervenues pour faire interdire et faire descendre le drapeau palestinien, mais là, ça avait le mérite d'être hyper visible. Et donc, en fait, par rapport à l'action que vous proposez, il n'y a pas juste la rupture du jumelage, dont on ne sait pas de la réalité de ce jumelage-là, dont on ne verra rien si jamais il y a vraiment rupture ou s'il y a vraiment suspension. Après, c'est de trouver comment on peut mettre la pression sur les collectivités, sur les pouvoirs publics, pour qu'ils expriment une solidarité et que dans l'opinion publique, petit à petit, il y a un encouragement à cette résistance-là et à cette expression de solidarité avec la population palestinienne des Gazaouis. Donc ça, c'est important. Donc on cherchait ça. Donc c'est pour ça, nous, on avait dit le drapeau. Alors évidemment, donc un refus catégorique. Et des prises de position, des déclarations. Mais là, évidemment, comme la gauche bordelaise, ça s'appelle la gauche, mais la gauche bordelaise, elle reste tout le temps sous pression de la droite. En fait, on a l'impression, mais on le voit nationalement, la gauche, quand elle fait quelque chose, elle n'a pas envie de faire du mal à la droite, donc elle fait gaffe. Hein, vous pensez à ça. Et donc du coup, on voit bien que tout leur positionnement, il est très attentionné par rapport à ça. Donc ils sont même presque paralysés. Donc je ne dis pas que s'ils n'étaient pas paralysés, ils feraient vraiment une politique de gauche, mais en tout cas, voilà, il y a aussi ça qui se joue. Donc c'est trouver les moyens d'exercer une pression et de comment faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait quelque chose de très clairement du côté du peuple palestinien, du côté des Gazaouis, et qui dénonce le colonialisme en fait, parce que c'est la question du colonialisme qu'il faut arriver à dénoncer, une politique anticoloniale, et ça ils n'arrivent pas à le faire, même la gauche bordelaise ou la gauche nationale, elle n'arrive pas à le faire, et ça c'est assez terrible de voir comment la gauche elle a perdu des valeurs anticoloniales quoi. Enfin voilà, bon, c'était juste pour ajouter. En tout cas, on est ouvert. Si jamais vous le souhaitez, on peut nous relayer dans le prochain conseil municipal votre lutte, lire une déclaration. Enfin, c'est comme vous voulez, mais nous, on peut au moins se servir à ça et essayer de faire du bruit. En tout cas, jouer un rôle un peu utile. Parce que des fois, on se demande si on est utile dans le conseil municipal de Bordeaux. Enfin, voilà. Mais là, on pourrait peut-être l'être. Pour ajouter une précision sur la symbolique, il y avait Besançon aussi qui avait... Philippe avait cité Besançon, mais à Bayonne récemment, après plusieurs mois de manifestations, de militantisme auprès de la mairie, il y a ce grand pont à Bayonne sur lequel il y avait plein de drapeaux, et il n'y avait pas le drapeau palestinien dessus. Moi je suis de Bayonne, et il y a le groupe Bayona Palestina dont je fais partie, qui a usé de toutes les forces, tous les moyens citoyens possibles pour faire pression sur la mairie pour hisser à minima le drapeau palestinien. On essaye maintenant d'enlever celui d'Israël. C'est plus compliqué. D'ailleurs, ils ont foutu des trucs là sur les barreaux pour qu'on évite d'escalader et de défoncer. C'est pas grave, on balancera des pierres. Mais en attendant, il y a peut-être moyen aussi symboliquement pour affirmer le fait qu'il y aurait peut-être dans le meilleur des mondes des changements. Je ne sais pas si c'est le cas ici, des groupes axés précisément sur la symbolique dans l'espace urbain. Et là-bas, ça avait marché, sous pression simplement de mouvements citoyens. Et il n'y a pas eu... je ne sais pas s'il y avait eu beaucoup d'élus ou pas qui ont soutenu ça, mais en fait, ils n'ont pas eu le choix au bout d'un moment. Et je ne sais pas si c'est possible d'organiser ça ici aussi, mais en tout cas, s'il y en a qui veulent, on fait ça. Mais vraiment la symbolique dans l'espace urbain c'est hyper important pour montrer une scission entre deux changements, notamment du coup cette histoire de jumelage. Et voilà, j'ai fini. Alors effectivement, juste pour rebondir sur l'histoire de petite histoire, l'histoire de Bayonne, effectivement Bayonne, il y a eu une première action qui a été tentée, qui était un échec, et relayée par, ça rebondit aussi sur ce que disait Philippe, relayé par l'opposition, notamment l'opposition à Bertsalé à Bayonne. La mairie a fait le choix, alors non pas de tomber le drapeau d'Israël, puisqu'il y a une synagogue qui est importante à Bayonne, mais par contre de lever le drapeau palestinien au milieu de tous les drapeaux sur ce pont. Donc c'est déjà une première victoire.
Ça, c'est la première chose. Et après, je voulais relayer une petite info que Philippe m'a rappelé de manière un peu, de manière un peu orgueilleuse. C'est les copains à Bilbao aujourd'hui qui ont empêché qu'il y ait un vainqueur sur l'étape de la Vuelta en coupant le circuit et en demandant le retrait de l'équipe d'Israël de la Vuelta. Donc voilà, quand on parle des actions diverses et variées, voilà, ça en fait partie. C'est-à-dire de rappeler que cette présence-là israélienne, elle n'est pas acceptable. Voilà, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les drapeaux, que ce soit un truc, mais effectivement, sur des symboles forts comme celui-là et des événements médiatiques tels que la Vuelta. Alors pour la Vuelta, c'est l'équivalent du Tour de France en Espagne. Et donc de couper court à tout ça. Si vous pouvez voir les images qui circulent de l'étape, l'arrivée à Bilbao, c'est impressionnant. Hein. Les drapeaux, il y a du monde, il y a les drapeaux palestiniens. Et, ouais, mais là, c'était encore plus fort. Et du coup, ils ont fait annuler la fin de l'étape à 3 km avant. Et donc, comme tu disais, du coup, il n'y a pas de vainqueur aujourd'hui, mais c'est quand même fabuleux. Ils ont réussi à faire annuler l'étape pour éviter que les images montrent tout ça, quoi. Donc oui, ça fait partie de ces actions-là qui sont certainement très importantes parce qu'elles circulent et ça ne peut qu'encourager et renforcer la résistance, parce qu'on l'espère. Bon, il y a un peu urgence aussi. Oui, une question par rapport à ce parrainage. Je suppose qu'il a été proposé de peut-être faire un parrainage avec une ville palestinienne. Si on ne peut pas enlever la présence d'une ville. Oui, c'est déjà fait. Ah oui, d'accord, excusez-moi, je ne suis pas au courant. Ok. Ça ne se joue pas au niveau de la gentillesse, c'est d'être résolument actif, de ne rien perdre de cet engagement, de cet objectif. En tout cas, je n'accepte pas, pour ce qui me concerne, ce fait-là d'être naïf. Je crois que, je pense qu'on est beaucoup ici à savoir exactement dans quel monde on est, à savoir exactement, moi, encore une fois, je l'ai vu de mes yeux, ce à quoi on a affaire, de mettre les mots dessus. On a des leviers, nous, ici, en France, pour se battre à notre niveau, parce qu'on fait partie d'un pays qui est un soutien encore aujourd'hui, même s'il essaie de s'en cacher un tout petit peu aujourd'hui, qui est un soutien actif de l'État d'Israël et qui a une responsabilité dans les crimes qui ont été perpétrés ces 2 dernières années pour avoir livré pas que des armes, mais pour avoir affiché un soutien ferme jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où là maintenant on sent que ils sentent que ça devient un peu compliqué. Nous, notre rôle, je pense, en tant que citoyens français, citoyens du monde, c'est d'agir ici, là où on est. Et d'agir là où on est, c'est de faire basculer notre pays dans le soutien normal, parce que c'est ce qui devrait être le cas normal. Donc, on a plein de leviers, toutes les actions qui se font, et elles se font de façon résolue. Après, je dis ça parce que pour moi, le débat se situe ailleurs, parce que c'est vrai que je suis un militant de la non-violence et il peut y avoir des débats là-dessus. Mais la gentillesse, pour moi, c'est pas une faiblesse, c'est pas une naïveté. C'est on sait pourquoi on se bat, on sait pour qui on se bat, on sait au nom de quelles valeurs on se bat. Et c'est là où je disais que je ne sais pas si ça allait te satisfaire. C'est un petit rebond ou un pas de côté, tout étant lié. Tu parlais de démocratie, je fais partie aussi des gens qui soutiennent ce mouvement, et ne serait-ce que pour voir ce qu'on va pouvoir en faire, si on va arriver à s'en saisir, du 10 septembre. Et donc pour moi, tout est lié, parce que quand on parle de droit et de justice ici en France, c'est de droit et de justice à l'international, c'est la même histoire. Et j'ai peur de devoir clore, enfin pas de devoir, je ne vois pas, mais de vouloir clore la discussion sur ces quelques mots pour justement enchaîner sur une chanson. C'est peut-être un peu fourbe de ma part, mais je crois qu'il y avait une transition dont on pouvait se saisir, cher ami. Non, oui, enfin tu vois ce que je veux dire. Non, tu m'as pas vu. Le ukulélé. J'aurais une guitare peut-être. Ah oui. Ah, ouais. Elle a l'air de qualité.
Ça t'embête? Je me sens. Ouais. C'était bien. C'est bien. Ouais. Parfait. C'est toujours la même histoire. Allez. Donc là, on va avoir peut-être besoin d'un peu de vous pour nous donner le tempo. On a le droit de se lever pour celles et ceux qui le souhaitent, bien sûr. C'est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, c'est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme. De l'homme des cavernes jusqu'au loup des temps modernes, par la route de la soie en passant par l'Égypte ancienne. Toujours la même musique, toujours la même rengaine, toujours la même histoire écrite à l'encre de nos veines. Depuis Christophe Colomb et ses 3 caravelles jusqu'au champ de coton, l'histoire résonne comme un gospel de la destinée du tiers-monde à la condition ouvrière. La raison du plus fort est toujours la meilleure. De l'aube de l'humanité au crépuscule nucléaire, de la tour de Babel jusqu'au World Trade Center, de la cour des miracles au mirage des charters. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, c'est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, c'est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme. De la guerre du feu jusqu'à la guerre du pétrole, bientôt la guerre de l'eau, la suite au prochain épisode. De la guerre de 100 ans jusqu'à la guerre des 6 jours, au-dessus des corps sans vie, toujours les mêmes vautours. Au centre de la terre, au fond d'une mine de charbon, l'allégorie de la caverne ou le royaume de l'illusion. De la grotte de Lascaux jusqu'au tag des Lascars, les murs n'ont pas d'oreilles mais ils témoignent de notre histoire. De la tour de Babel jusqu'à la grande muraille de Chine, du mur de Berlin jusqu'au mur de Palestine, de la destinée ouvrière à la condition d'ouvrière. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, c'est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, c'est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme. Une autre histoire s'écrit, celle de la résistance. Chapitre de l'espoir donne un sens à notre existence. Combien de Rosa Parks, combien de mères Teresa y ont consacré toute leur vie, ne baissant jamais les bras. De l'émir Abdelkader face à la prison d'Alger, jusqu'au grand chef Joseph de la tribu des nez percés. Tant d'illustres personnes, rebelles et indociles, ils ont tous vécu en héros, mais combien sont morts en exil? Combien de Jean Moulin tombant aux mains de l'ennemi pour un seul Nelson Mandela, triomphant de la famille? Rares sont les victoires, courts instants de répit, mais tant qu'elles existent, on peut croire que tout n'est pas déjà écrit. De la première colombe, abattu en plein ciel, jusqu'au cendre de Gandhi dans les eaux sud-africaines. L'issue est improbable, mais que cette histoire est belle. Il était une fois la révolution humaine, c'est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, c'est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est loup, est toujours la même histoire. Wow. Depuis que l'homme est l'homme. Bah ouais, la vidéo. Ouais, je rends sa guitare. Ah ouais. Tu veux bien l'accompagner, hein? Je sais pas. C'est toujours un peu. Bon, voilà, je le dis dans le micro. C'est toujours un peu compliqué parce que, et ça fait peut-être écho à ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'on est là, c'est des moments qui sont importants pour nous parce que je pense surtout aux personnes qui sont en grève de la faim, aux personnes qui militent, qui des fois on se retrouve à 2-3 sous la pluie, et qu'il y ait des moments de partage où on se rebooste, où on est bien ensemble, où on est heureux, ou même parfois on danse.
c'est des moments qui sont importants, qui nous font du bien. Et bien sûr, on danse les yeux grands ouverts. Voilà, on ne ferme pas les yeux à ce moment-là sur la réalité du monde et la réalité de nos engagements. Et donc, peut-être avant de passer à une chanson que certains connaissent un peu ici, qui serait un petit peu plus festive, on pourrait au moins celle-là. Celle-là, c'est pour Pachi, et elle est aussi présente dans ce livre. La naissance de cette chanson, c'est une chanson Jérusalem qu'on a sortie avec HK et les Saltimbanques en 2009. J'étais à Ramallah, donc avec un ami dont la famille est originaire de Jérusalem, qui était réfugié, et qui lui n'a jamais vu cette ville. Et il en parlait, et on était à table, et il en parlait comme les Palestiniens peuvent être parfois poètes, quoi. Et il en parlait comme d'un amour impossible. Et vraiment, il disait ma Jérusalem, notre Jérusalem. D'ailleurs, c'est une chanson de Fayrouz. Et donc, Jérusalem en arabe se dit Al-Quds, la très élevée, je crois. Et donc, il y a presque, il disait Qudsulana, c'est notre Jérusalem, Qudsi, ma Jérusalem. Et donc voilà, ça donnait cette chanson. El-Quds, El-Quds, Jérusalem, comment ont-ils cru pouvoir tuer notre histoire? El-Quds, El-Quds, Jérusalem, terre sacrifiée, terre sacrée, terre que j'aime. Yataqadou, qatli, qasatuna, تخيلوا تحتمي حلمنا أنهم سينسوني ريحة حبي قدسي 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 مدينة سماوية تنور لياليا من أجل الرجوع إلى بيتنا أهدي حياتي أهدي روحي قدسي 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 القدس القدس Jérusalem, comment ont-ils cru pouvoir tuer notre histoire? El-Quds, El-Quds, Jérusalem, terre sacrifiée, terre sacrée, terre que j'aime. Ils ont cru pouvoir tuer notre histoire, briser notre rêve. Ils ont cru pouvoir me faire oublier le doux parfum de tes lèvres. Ils m'ont éloigné de toi, ils ont voulu que je t'abandonne, que j'abandonne le souvenir de ces heures où je caressais ton sol. Ils ont dressé ce mur entre nous pour ne plus que je m'obstine à vouloir poser mon regard sur le flanc de tes collines. Cité à la beauté divine, tu illumines toutes mes nuits. Qudsi, 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 El-Quds, El-Quds, Jérusalem, comment ont-ils cru pouvoir tuer notre histoire? El-Quds, El-Quds, Jérusalem, terre sacrifiée, terre sacrée, terre que j'aime.
Donc l'heure court, je crois. L'heure court, alors je pense que c'est le moment. C'est une chanson qui se vit debout généralement. La preuve, il n'y en a qu'une. La preuve. Il faut que tu nous donnes le tempo, vas-y. Allons leur dire qu'ils nous trouveront toujours sur leur chemin. On lâchera rien. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa, SDF, chômeurs ouvriers, immigrés, paysans sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait. Que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. Nos dirigeants se prostituent sur les trottoirs des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus. Le président est un menteur, on lâche rien, on lâche rien, on n'entend rien. Allons leur dire, où est nous? Où est nous? Allez, chauffe, Pachi, chauffe. Où est nous? C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société, c'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers lecteurs, chères citoyennes, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure. Remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 On lâche rien, on lâche rien, on n'entend rien. Où est nous? Où est nous? De Bordeaux à Gaza, allons leur dire. Allez. Dis-nous ça Bordeaux. On n'entend rien. On lâche rien. On n'entend rien. On lâche rien. On lâche rien. On les mains, on les cœurs. On lâche rien. On y retourne. On lâche rien. 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 Ouelou, ouelou. Ouelou, ouelou. On lâche rien. 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 Ben voilà, hein, c'est... Non, c'est bien, c'était une belle fin, non? 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 Ah, je sais pas, moi je trouve que c'était une belle fin. Non, non?
C'était une belle fin, non? Non. Ça aurait pu être une belle fin. Quand on est en Belgique, ils sont plus polis. Ils disent s'il vous plaît, une chanson supplémentaire, s'il vous plaît. Voilà. Bon, d'accord. Non, toi c'est. Ouais. Alors, donc, on fait une autre petite pour le plaisir. Et puis après, je pense que ce sera, voilà, on pourra échanger de façon informelle. Et puis, pour celles et ceux qui veulent. Et puis la cagnotte. Ouais, celui-là, voilà. Vas-y, remonte le bouquin là. Elle est fan. Ah bah vas-y, alors ça va, on finit là-dessus. Oui, on finit là-dessus. Oui, on finit là-dessus. Ça va. Bah oui, forcément, merci. C'est vraiment ce poème qu'on a repris quand... bah voilà, c'était en décembre 2024, quand c'était très 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 compliqué à ce moment-là de dire les choses et d'arriver à se faire entendre. Et je suis tombé sur ce poème de Refat Al-Harrir, poème malheureusement prémonitoire qu'il a écrit quelques semaines avant de périr. Et on l'a mis en musique. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, pour raconter mon histoire, pour vendre toutes ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, fixant le paradis dans ses yeux, dans l'attente d'un père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme. Pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné et qui volera là-haut, bien haut. Et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie, Gaza, Gaza, que ton nom soit interdit. Gaza, Gaza. Toi l'enfant de Palestine, qui se relève et qui s'obstine, de tout ton cœur, de tout ton être, à ne jamais disparaître de cette terre qui t'a vu naître, de ce pays de tes ancêtres. Aujourd'hui, mon cœur est lourd. Aujourd'hui, le monde est sourd et laisse faire les actes infâmes. Enfant qu'on tue ou qu'on a faim, tu te relèveras, c'est sûr. Tu survivras à tes blessures et tu verras haut dans ton ciel, au bout d'une longue ficelle, comme un ange qui flotte au vent, une toile, un cerf-volant, inscrit dessus en toutes lettres les derniers mots de ton poète. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort raconte notre histoire.
Merci pour eux, merci. Bon. On remercie les artistes. Hein? Et les militantes de Thousand Madeleines France. Voilà. Et l'équipe technique. On peut applaudir l'équipe technique qui galère un peu. Mais... Merci d'être venu. La cagnotte, elle est partie ? Il y a quelqu'un qui a pris la cagnotte. C'est juste pour vous dire que donc là, la cagnotte est à la sortie avec Myriam que vous avez vu tout à l'heure. Oui. Mais la cagnotte, elle va rester là. C'est la cagnotte physique. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas pu venir ce soir, des amis, n'importe qui, en tout cas, la cagnotte, elle sera là dans les semaines à venir. Donc n'hésitez pas à venir, ne serait-ce que pour acheter un livre, dans tous les cas. Merci. Et bien sûr, la cagnotte est en ligne et vous avez un QR code ici aussi si vous n'avez pas de monnaie, je le rappelle. Voilà.